comments. So now we're moving to the second part of our program where we'll be inviting a symposium, and the title of the symposium is Language Matters, Dialogue McGill supported initiatives. So we have 5 speakers and they'll talk about the different initiatives that they've been leading. Nous avons donc quelques personnes qui vont nous parler de leurs initiatives respectives et nous souhaitons voir comment on peut parler de la rétention du personnel, notamment en soins de santé. Le symposium est là pour se concentrer sur des programmes qui sont chapeautés par Dialogue McGill. Demain, nous allons aller plus en profondeur par rapport à ces programmes liés à Dialogue McGill. Jacqueline Vachon va nous faire cette présentation demain. Alors, après la présentation du symposium, nous aurons une discussion avec nos panélistes et nous accueillerons vos questions. Vous pouvez soumettre vos questions par le clavardage et nous les prendrons tout à l'heure. Alors, la première personne que nous allons entendre aujourd'hui est M. Tyler Brown. Il est chercheur postdoctoral. Il a étudié en counseling, relations d'aide et psychologie. Il a fait sa résidence à MUHC, donc le centre de McGill. Aujourd'hui, il présente une nouvelle étude par rapport au recrutement et la rétention de jeunes diplômés anglophones. Donc, on va parler des facteurs psychosociaux de la rétention des étudiants diplômés au Québec. Alors, bienvenue, Tyler. Bonjour, merci beaucoup pour ma présentation. De nouveau, je suis Tyler Brown. Je suis psychologue aussi, ainsi que chercheur en postdoctoral. Je suis sous la perfusion de Madame Loisel. Mes intérêts se concentrent sur l'oncologie, les soins palliatifs, les soins de fin de vie. Et je m'intéresse à l'intersection entre les services de santé et la langue. Vous allez donc voir ces intérêts reflétés dans ce que je vais présenter. Je travaille avec Marika Mornar, Andrew Grant. Le projet se concentre sur des facteurs de prédiction psychosociaux de la rétention des diplômés. Ici, pour clarifier tout d'abord, quand on parle de diplômés, on parle de diplômés anglophones qui ont étudié au Québec en sciences sociales ou en soins de santé. Quand je parle des services de soins ou du personnel soignant, je fais référence ici aux professionnels, aux intervenants en soins de santé et en services sociaux. On peut faire afficher mes diapos, s'il vous plaît? Okay, we'll just go next slide from there. Parfait. Alors, on passe à la prochaine diapo. Pour commencer, donc, on a le professeur Steven Pinker qui nous dit que la langue est utilisée pour expliquer. C'est un besoin très enraciné, particulièrement critique dans la relation entre patients et prestataires de soins de santé. Une communication efficace joue un rôle clé en contexte de soins, non seulement pour la qualité des soins, mais aussi pour les issues de santé. La recherche a démontré qu'une communication inefficace mène à des issues indésirables, par exemple un diagnostic inadéquat, des recommandations de traitement qui sont mal interprétées, etc. Donc, la langue est un facteur crucial des services et de la qualité de l'issue, des services de soins. Dans le contexte québécois, environ 95% des Québécois peuvent s'exprimer en français de manière fonctionnelle et environ la moitié
en anglais, donc au même niveau, donc une connaissance fonctionnelle ou de conversation. Il y a donc une lacune en matière de professionnels qui sont capables de servir des patients en anglais. C'est particulièrement important lorsqu'on parle de tout sujet lié à la santé et au bien-être. Donc, ce manque de professionnels qui peuvent s'exprimer adéquatement en anglais, en contexte professionnel, se fait bien ressentir. Et il y a une proportion donc, de 31% des gens qui se disent insatisfaits des services en anglais dans leur région. La pandémie a mis en exergue ces problèmes. La pandémie est responsable pour beaucoup de pression du côté des services, évidemment. Les personnels de soins, les intervenants ont donc porté beaucoup de pression, de détresse. Les taux ont augmenté énormément pendant la pandémie. Dans une plus récente étude, on parle de 21% du personnel qui pense quitter la profession et 30% aimeraient réduire leurs heures de travail de manière significative. Donc, de moins en moins de professionnels qui s'expriment donc en anglais et une pression avec la pandémie nous montre à quel point le recrutement et la rétention de professionnels anglophones est d'importance au Québec. Voici ici une citation, je pense qu'elle est importante. On y lit donc la pandémie de la COVID-19 est un rappel que nos systèmes de santé sont seulement aussi robustes que ces forces vives, donc ces ressources humaines. L'une manière d'avoir les effectifs plus robustes est d'avoir des programmes de rétention pour les jeunes diplômés anglophones. Par exemple, à McGill, nous avons des conférenciers qui peuvent rester pour pourvoir des services en français ou en anglais, pardon. Toutefois, on observe que les anglophones et les jeunes diplômés quittent souvent le Québec. Je pense qu'on en est à 26% pour le niveau cégep pour les anglophones nés au Québec. Alors pourquoi? Pourquoi les jeunes diplômés souhaitent-ils quitter le Québec? Il y a eu 2 études là-dessus récemment. Il y a des difficultés liées à la langue. C'est la première raison, la principale raison des gens qui souhaitent quitter. La deuxième raison était donc des possibilités d'emploi. Donc, il semble que les étudiants ou les diplômés anglophones sont plus prompts à quitter le Québec que les francophones à cause d'une discrimination linguistique ou du linguicisme. Ils sont aussi moins optimistes par rapport à leurs possibilités d'emploi au Québec et souhaitent éviter des tensions linguistiques. Cette étude ne se concentrait pas sur les étudiants en santé et en services sociaux, et on s'est concentré sur les anglophones nés au Québec. Donc, on ne parle pas ici des étudiants qui nous viennent de l'international. Prochaine diapo. Alors, voyant qu'il y avait une lacune dans la littérature, nous avons mis sur pied une étude par rapport aux indicateurs de rétention pour les diplômés. On se concentre sur les étudiants qui étudient dans des programmes liés à la santé, aux services sociaux, et on se concentre à la fois sur ceux nés au Québec ou nés ailleurs au pays ou à l'international. Nous explorons divers facteurs pour mieux comprendre la nature complexe de la rétention du potentiel anglophone au Québec.
Dans l'étude actuelle, nous utilisons une approche statistique quantitative. Nous avons décidé que nous avons besoin d'avoir ici un échantillon de 216 étudiants. Nos critères d'inclusion pour cette étude vont comme suit. La personne doit résider au Québec pendant leurs études, être donc inscrit à un programme couvert par, donc qui entre sous l'égide des soins de santé, et l'anglais doit être leur langue d'expression préférée. Nous avons fait le recrutement par les médias sociaux, pendant les réseaux sociaux, par listservs et par des infolettres aussi. Par rapport à la collecte de données, maintenant, eh bien, il s'agit de questionnaires en ligne avec la plateforme Culture X. Ce sont donc des résultats auto-rapportés. Donc ici, dans cette étude, nous nous penchons sur la probabilité de rester au Québec après la diplomation. On se penche donc sur différents points dans le temps, 1 an, 5 ans et 10 ans post-diplomation. On va avoir donc un point de vue, c'est-à-dire assez large, de la rétention dans le temps. Et on se concentre sur différents facteurs ou variables explicatives. Donc, les facteurs démographiques, aussi donc une grappe de facteurs psychosociaux de rétention. Cela a été donc utilisé dans d'autres études. On se penche aussi sur la langue et l'attitude envers une langue ou l'apprentissage du français, l'intégration sociale et culturelle et aussi un éventuel état d'épuisement psychologique. Vous voyez ici dans notre modèle prédictif, nous utilisons un cadre pour voir premièrement quelles sont les caractéristiques démographiques qui contribuent à la rétention. Et on voit ensuite s'il y a d'autres indicateurs qui pourraient prédire la rétention. Alors, nous avons ici des facteurs qui avaient été identifiés au préalable, cette grappe d'indicateurs de rétention qui ont été identifiés dans une autre étude. Donc, ce schéma est là pour vous montrer qu'on se penche sur ces facteurs d'une manière étapiste et ensuite on se penche sur chacun des sous-indicateurs pour voir si on pourrait mieux prédire la rétention. À ce stade, nous avons approbation du comité d'éthique. Nous sommes à l'étape de la collecte des données. Donc, nous avons 69 de nos 216 participants qui ont fourni des données. Nous devrions terminer la collecte de données à la fin de l'été 2022. Et ensuite, on va procéder à l'analyse qui nous prendra entre 3 et 6 semaines. Et ensuite, nous allons rédiger un article que l'on espère donc compléter à la fin de l'année prochaine. Non, par rapport aux implications. Nous espérons que cette étude soit bénéfique. Le premier avantage que l'on espère voir émerger de cette étude est d'avoir davantage de connaissances par rapport aux facteurs de rétention. Et à partir de là, on peut utiliser l'information pour avoir des programmes d'incitatifs à la rétention.
Nous espérons ainsi contribuer à la santé et au bien-être de ceux qui ont besoin de services en anglais partout au Québec. Pour conclure, j'aimerais saluer Dialogue McGill, Canada, ainsi que Madame Loisel, chaire en oncologie psychosociale, donc Christine et Herschel Victor, ainsi que l'espoir, c'est la vie. Merci, Tyler. J'ai très hâte de voir quelles questions vont émerger, mais nous allons attendre à la fin de notre panel pour prendre les questions. À présent, j'aimerais vous présenter Gail et Richard. Leur présentation, en passant, les deux sont des experts conseils pour Dialogue McGill. Gail travaille au Conseil régional des services sociaux en Outaouais. Elle est aussi gestionnaire de programme pour la qualité et gestionnaire de projet pour Dialogue McGill. Richard a été un attaché politique. Il travaille aussi, en fait, il a une formation en travail social. Il a 16 ans d'expérience avec l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec. Il a siégé à plusieurs associations professionnelles au Québec. Cette présentation conjointe donc, va se concentrer sur les réseaux communautaires et les effets de la pandémie. Donc, Gail et Richard, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté de la sorte. Je suis heureuse, ainsi que Richard, nous sommes heureux donc d'être là et de parler de tout cela. Notre propos va se concentrer sur les réseaux communautaires et les incidences de la pandémie. Moi, depuis le début, malheureusement, je ne vois pas les diapositives. Je veux le mentionner d'entrée de jeu. Est-ce que vous voyez ma diapo en ce moment? Nous n'avons que 2 diapos. Et l'une est tout simplement pour le titre. La deuxième, c'est le plan. Donc, notre technicien, Jonathan, vous pouvez faire afficher la diapo? Oui, elle y est. D'accord, parfait. Aujourd'hui, donc, comme vous le voyez, nous allons couvrir divers éléments des programmes de rétention et on va voir quel rôle jouent les réseaux communautaires en matière de rétention. Alors, on va faire une petite mise en contexte du programme de rétention de Dialogue McGill, ensuite les réseaux communautaires et leur rôle en matière de rétention. Ensuite, on va passer aux 5 dimensions ou 5 facettes où Dialogue McGill est actif. On va ensuite parler de la COVID-19, ses répercussions sur nos activités et ensuite comment justement les réseaux communautaires ont pu adapter leurs activités. Comme Mme Loisel l'a dit, le programme de rétention est l'un des 3 programmes chapeautés par Dialogue McGill. Nous le savons bien, en particulier, comme Tyler l'a dit, les professionnels de la santé et services sociaux sont sous-représentés, donc les professionnels anglophones sont sous-représentés au Québec. Et cela contribue à une difficulté d'accès au Québec. Depuis 15 ans, Dialogue McGill se penche là-dessus par un programme de rétention. Ce programme vise les institutions en services sociaux et en santé pour donner accès à un bassin de jeunes diplômés qui peuvent s'exprimer en français ou en anglais et surtout en région. Le projet compte donc des initiatives de rétention et des mesures d'appui qui sont recommandées donc par l'Organisation mondiale de la santé. Comme l'OMS le dit, on ne peut pas avoir des résultats en se
indépendants, c'est-à-dire d'un seul partenaire ou d'une seule initiative. Nous avons besoin d'une combinaison de mesures pour améliorer la rétention des professionnels de la santé. Pour cette raison, donc, le programme de rétention a deux composantes en matière de financement, les réseaux communautaires et les institutions d'éducation. Richard et moi allons donc nous pencher sur l'aspect des réseaux communautaires et de leur rôle. Les réseaux communautaires font partie de l'initiative partenariat du CHSSN. Nous sommes là pour renforcer les capacités et nous jouons un rôle avec Santé Canada pour l'accès aux soins et services sociaux en anglais au Québec. Pourquoi avons-nous choisi des réseaux communautaires par rapport à la rétention précisément dans les projets de Dialogue McGill? Eh bien, nous sommes là à proximité de la communauté anglophone. Les réseaux connaissent les forces, les faiblesses, les ressources du milieu, incluant le capital humain. Ces réseaux représentent la communauté sur le plan institutionnel également, avec des liens forts avec le secteur de l'éducation qui joue un grand rôle, bien sûr, en matière de rétention. Dialogue McGill offre une enveloppe de 14 000 $ à chaque réseau pour leurs activités et pour des interventions précoces ou pour agir en amont dans la trajectoire des étudiants. On souhaite influencer et appuyer les choix de carrière en santé et services sociaux. En ce moment, il existe 23 réseaux dans 16 des régions administratives du Québec. Avec un projet quinquennal, les réseaux mènent des activités qui touchent à 5 facettes. La première, la promotion des carrières en santé et services sociaux auprès des étudiants ou des élèves du secondaire. 21 des 23 réseaux financés sont actifs. Donc, on offre des salons de l'emploi, des groupes de discussion aussi qui mettent en lien des professionnels de la santé et des élèves, ainsi que des activités d'observation en milieu de travail. L'idée est donc de les attirer vers une carrière en santé. Deuxièmement, nous avons des banques de données. Nous avons 15 réseaux qui participent de cette manière. Nous souhaitons donc identifier les élèves ou les étudiants qui sont intéressés à des carrières en santé ou services sociaux. Cela permet au réseau d'être en lien avec ces élèves, ces étudiants et de les appuyer dans leur parcours. Cela inclut d'ailleurs une recherche d'emploi éventuellement et recrutement. Troisième facette, il y a un programme de bourse. L'idée ici est d'avoir cette bourse liée au leadership communautaire. Donc, on fait la promotion de cette bourse, la mise sur pied d'un comité de sélection. On recommande des candidatures à Dialogue McGill. On distribue les fonds, on répartit les fonds et on suit l'avancement donc des gens, des récipiendaires. Il y a plus de 400 boursiers qui ont reçu des fonds par ce programme. Il s'agit de la sphère qui demande le plus d'investissement en énergie et qui produit les plus grands résultats. Quatrièmement, on parle de stages. Il y a 14 réseaux qui mènent ce type d'activité. Étant donné que
des stages demandent beaucoup de liens avec les ressources humaines et tout ça. C'est souvent difficile et donc c'est pourquoi seulement la moitié de nos réseaux sont actifs dans cette sphère pour le moment. Il y a une cinquième dimension, donc adaptation culturelle et linguistique. Il y a 13 réseaux qui participent à des activités sous cette sphère. Ce n'est pas donc lié directement à la rétention, mais quand même à renforcer le tissu social et cela est inclus donc dans le plan de financement quinquennal. Les réseaux financiers reçoivent des fonds pour que les professionnels francophones puissent pratiquer leur anglais et ainsi on veut les exposer à la culture et à l'histoire de la communauté anglophone de leur région. Nous en sommes à l'année 4 sur 5 donc, de ces projets. L'échéancier est en mars 2023. Les années 3 et 4, bien sûr, ont été rudement mises à l'épreuve par la pandémie, mais nos réseaux ont fait preuve d'une grande souplesse et adaptation. Richard va vous présenter comment nos partenaires ont pu se débrouiller pendant la pandémie. Richard, à vous. Merci beaucoup. Merci Gail pour cette présentation du rôle donc, de nos réseaux et de la présentation des 5 dimensions aux 5 facettes. À présent, je vais parler des répercussions de la COVID-19 sur les activités des réseaux, comment ils s'y sont adaptés et on parlera ensuite de quelques conclusions. Je suis très heureux de voir d'ailleurs beaucoup de représentants de nos réseaux avec nous ici aujourd'hui. L'information que nous présentons, sachez-le, est basée sur les rapports soumis pendant l'année 2020-2021 et la première moitié de 2021-2022. Il est fort possible que l'on n'ait pas couvert tout ce qui a eu des répercussions sur vos activités. Nous serons très heureux d'avoir vos commentaires là-dessus tout à l'heure. Alors, en mars 2020, la pandémie nous a tous frappés et les bureaux ont dû être fermés. On a commencé à travailler en distanciel et utiliser des outils qui nous étaient jusque-là inconnus ou méconnus. Les réseaux ainsi que les partenaires ont dû s'adapter, fermer des bureaux et aller en télétravail. Il y a eu donc une incidence non seulement sur les réseaux, mais aussi sur les institutions de services sociaux et en santé. Même chose pour les universités. En 2020, pour une grande partie de l'année, il n'y a pas eu d'activité en personne. Et de nos conversations avec vous, on sait que cela a eu un effet sur les activités qui avaient été planifiées pendant l'année. Par exemple, la promotion de certaines carrières, ainsi que les groupes de conversation en anglais. Il s'agit donc des dimensions 1 et 5 qui ont été particulièrement touchées. Il y a aussi, bien sûr, un accès réduit à des institutions sur le plan local et régional, et cela a eu une influence, bien sûr, sur les stages d'observation, ce genre de choses. Les professionnels de la santé et des services sociaux ont été durement touchés, évidemment, comme vous le savez. Mais certaines de nos activités ont pu continuer. Par exemple, les banques de données ainsi que le programme de bourse ont pu s'en tirer. En fait, les applications ou les candidatures pour les bourses
ont été élevés, donc en nombre élevé. Maintenant, comment adapter les services? Comme je l'ai mentionné, la promotion des carrières en santé, en services sociaux n'était plus possible dans certaines formes, par exemple les salons de l'emploi, dans les écoles secondaires ou postsecondaires. Il y a eu effectivement des salons de l'emploi en ligne. Dans certains cas, des élèves, des étudiants ont créé des vidéos et les ont publiées pour les encourager donc à s'intéresser à la santé et aux services sociaux. Dans d'autres cas, les bénéficiaires de bourses ont créé des groupes ou des capsules vidéo et on a donc cherché à sensibiliser les gens par rapport au métier de la santé. On a vu un usage accru des réseaux sociaux. Il y a eu des promotions de carrière, par exemple, sur Facebook. Il y a eu des ateliers sur Zoom aussi par rapport à certains secteurs de la santé. Dans certains cas, il y a eu des activités en personne avec limitation, bien sûr, dues aux restrictions sanitaires. Par rapport aux conversations, aux activités de conversation et de pratique, on a vu une adaptation pour pouvoir continuer et maintenir les services pour que les professionnels puissent continuer à améliorer leur aptitude linguistique. Il y a eu donc des groupes de conversation sur le web, comme sur Zoom. Il y en a eu aussi par téléphone, dans un cas. Et on a vu un taux de participation plus élevé et plus de contributions bénévoles aussi. Et donc, une rétroaction très positive là-dessus. Donc, en conclusion, comment on a pu faire? Gail et moi, on a été impressionnés par l'adaptabilité et la créativité des réseaux communautaires à réagir à la pandémie en dépit des ressources restreintes. On a été également frappé par l'importance des communications avec la personne responsable des services linguistiques anglophones au sein des institutions de services sociaux, étant donné que ça devenait un conduit essentiel pour garder un contact avec les institutions. Et lorsque ça n'était pas possible, bien sûr, il y a eu des gens qui en ont souffert. On a dû s'adapter et revoir nos pratiques en résultant de la pandémie. Et donc, dans nos rapports, on a vu que certains de nos réseaux ont continué à exploiter la façon dont ils avaient commencé pendant la pandémie avec des appareils technologiques ou pour adopter un modèle hybride, donc avec des activités en présentiel et technologiques en virtuel. Et donc, on a confirmé la pertinence à la collectivité et c'est soutenu par le niveau de la proximité à la collectivité qui permettait aux réseaux de s'extensionner rapidement et de livrer des services rapidement à la population. Ces activités de fidélisation ont augmenté le bassin de ressources pour fournir des services en français et en anglais dans le réseau. Et on va regarder avec intérêt les résultats des études pour voir comment ces informations-là auront un impact sur nos programmes. Merci beaucoup. Et on a bien hâte de recevoir toutes questions que vous ayez à la fin du symposium. Merci. Merci, Gail et Richard. C'est fort apprécié que vous puissiez fournir de la rétroaction en temps réel aux membres communautaires. Souvent, cette ligne de communication manque lorsqu'on est en mode réaction, mais vous avez pu analyser les impacts et nous donner ces rétroactions de façon très rapide. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à notre quatrième présentation de M. Jean Robert, qui est conseiller senior à McGill, qui a travaillé très près avec les cégeps
et les partenaires. Dr. Robert a beaucoup d'expérience. Pour 35 ans, il était conseiller académique, doyen du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Il est président de la commission Battlefield et des partenaires. Il est également vice-président du Conseil du Québec central. La présentation, les collectivités et la contribution des cégep. On m'entend bien? Oui. Oui? Bon, merci. Écoutez, j'aimerais vraiment débuter en disant que pour nous, pour notre programme, un peu les petits mots qui nous disent mieux communiquer pour mieux soigner, c'est un peu dans notre ADN. C'est un peu ça qui nous motive, qui nous dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider la population d'expression anglaise à être bien servie en anglais. Et c'est sûr que, bon, l'éducation, c'est dans mon cas et dans le cas de Caroline qui va me suivre, bon, ça aussi, ça fait partie de notre ADN. Mais merci McGill. Moi, le travail que j'ai fait avec les cégeps, les centres professionnels d'éducation professionnelle et Caroline, son travail avec McGill, vraiment, c'est ce qui nous motive à dire, c'est un peu la solution, c'est en éducation. Donc, pour nous, c'est travailler justement, et dans mon cas, je travaille surtout avec les cégeps et les centres professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour encourager nos étudiants à vraiment rester ici au Québec, à servir justement, que ce soit notre population francophone, mais aussi la population anglophone. Donc, c'est un peu notre but, c'est vraiment le maintien en poste de ces gens-là. J'aimerais demander à Jonathan de montrer la première diapo. C'est bon? Non, OK. Prochaine. Donc, ça, c'est le titre. Bon. Le diapo que je vous montre, c'est un projet qu'on a fait avec le collège John Abbott. C'est un projet, on voulait savoir, les étudiants qui sont à Montréal, dans les cégeps à Montréal, est-ce qu'ils sont prêts à aller en région? Donc, pour nous, c'est un peu ça. Je veux dire, dans la métropole, Montréal, je pense que le problème est moins évident. Les soins en anglais, ce n'est pas vraiment un vrai problème. Ça existe. Il y a une population anglophone assez importante, comme vous le savez. Mais en région, c'est plus difficile. Et là, on voulait voir justement, est-ce que les étudiants qui sont dans un cégep anglophone à Montréal, et bon, à Sherbrooke aussi, au collège Champlain à Lennoxville, le collège Héritage à Gatineau, est-ce que ces étudiants-là sont prêts justement, est-ce qu'ils sont intéressés à aller en région? Et ce projet-là, avec John Abbott et avec l'aide du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, on voulait voir justement s'il y avait un intérêt. Et c'est assez clair que, oui, les étudiants sont prêts à aller en région. Fait que ça, on voit cette ouverture-là, ça soit les gens. C'est attendu que les gens qui viennent de la région sont peut-être portés à vouloir retourner en région, puis ça, c'est important. Mais on voit aussi les étudiants qui sont de Montréal, qui sont prêts, les étudiants hors Québec, qui sont prêts justement à aller en région. Donc, on se dit, bon, il y a un intérêt. Et ça, c'est assez important. Bon, il y a un intérêt, mais on a de la misère à suivre ces étudiants. On a de la misère à avoir vraiment des étudiants qui se portent bénévoles à aller en région. C'est une question qu'on avait. La prochaine diapo, qui est un projet, on travaille avec Place aux jeunes en région. Puis je voudrais vous dire que Place aux jeunes en région, c'est vraiment c'est un groupe qui est, je veux dire, tellement dynamique pour moi parce que je travaille avec la jeunesse du Québec. Et ce qu'on a retrouvé avec la COVID et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est dans le cas de Place aux jeunes, ils ont eu une augmentation justement des gens qui étaient intéressés à commencer à questionner leur possibilité d'aller en région. Puis, je veux dire, vous allez voir, vous voyez sur le diapo, je veux dire, des augmentations incroyables de gens qui regardaient le site et disaient, ben, peut-être que je serais intéressé, moi, d'aller en région. Ça inclut les anglophones et les francophones. Dernièrement, j'étais à Sherbrooke et
il y avait un trafic incroyable. Fait que là, j'appelle un de mes amis, je dis, c'est pire que Montréal. Puis il me dit, Jean, c'est la COVID. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, c'est la COVID? Ben, il dit, il y a beaucoup de gens de Montréal qui ont décidé d'aller en région. Bon, pour télétravail, toutes sortes de raisons, mais qui commencent à penser à aller en région. Et ça me faisait penser un peu à Métis-sur-Mer. On pense à Métis-sur-Mer, qu'on appelle en anglais Métis Beach. Métis Beach était vraiment la place où les gens de Montréal, les gens qui étaient assez fortunés, venaient à Montréal, quittaient Montréal. People from Montreal and Montrealers that were wealthy enough would leave Montreal and go to Métis Beach to get away from the viruses. And they would say, well, we'll leave the city to go on the edge of the river to hold our assembly. And with many people with COVID are starting to say, well, I think I'm going to go back to nature, a smaller area, less people. So this might be a very interesting opening for us to a dialogue. We have students that are at CEGEP, at university, or in a professional center, and they are keen on going to regions. And with COVID, that is much more emphasized. So that's extremely encouraging news to us, meaning that we have students either in care, God knows we need those students, or in social services, in physiotherapy, nursing. So that's extremely interesting for me. And we have another project we call the CEMEC, is the Expertise Center for the Teaching in Quebec. And when I spoke to the people in charge, so we're talking about nursing assistant, home care, assistants, pharmaceutical assistants. So when I spoke to those people, I asked them what their needs would be. Of all these professional centers, they said, one of the major problems we have is that the written material for our teaching is not available in English. And to me, that just seemed like such a basic necessity, that you're teaching a program, and in this case, institutional and home care. We're giving this program, yet we don't have any books in English. And and without exception, every single professional center, whether it was Lester B. Pearson, Central Quebec, Lennoxville, Wilfrid Laurier, Riverside, they all said, we're giving the program, but we don't have the books. And Dialogue came out and said, well, we will help you. And we translated over 8 books. And you can imagine the cost, very expensive. However, if I look at pre-COVID and COVID, all these books are online. Every student in the program, and all of you know that during the pandemic, the government put a lot of time and energy into putting together new programs in nursing assistant or in home care, what we call préposé. And now, with our help, these books had been translated in English and were online. And the students during the pandemic were given full access online to all these books. And of course, made it much easier for them to follow their program. The government came in with a new program, 300-hour program for students to graduate, to be able to go into an intensive program and then go into the programs in our long-term facilities, long-term health facilities. And again, our books that we had translated were used by these students. What a very interesting fall through is that there's 5 books left to be translated, and the Quebec government saw the importance of this translation, and they've taken on the dossier, something that I was hoping would have been done from the beginning, but now that's very encouraging. So those are very good signs that what has happened
COVID is I guess the ministry has realized that we have to have some of these services available to our English institutions. Now, when it comes to CEGEPs, we have Anglophone CEGEPs throughout the province, and they give programs that are so important to our communities. Very often, the first person a patient will see is a nurse. And so we work hand in hand with John Abbott College, with Vanier College, with Heritage, with Dawson. And we work in trying to get programs that will help our population. Just to give you a couple of examples, because I know my time is running out. An example, I start with Heritage. Heritage, an Anglophone population, and you can well imagine that it's tempting for a student to cross the bridge and work in Ottawa. In some cases, better salary. In some cases, maybe the working conditions are seen as being better. So what we've done with Heritage is the students that are nursing and special care, we're giving them extra French courses so that they feel at ease. They feel confident to work in a French environment, yet serving the English population. And that is a reality. There's a reality that is clear in Quebec, that they will probably be working in a French institution or with a very small population of Anglophone patients, but patients that, as I said, need our help more than ever. So that's a program I have with Vanier. Dawson College, pre-COVID, students in physio system program, we're working with the population in helping them with readaptive programs. And now, what the people at Dawson did is they put together videos to try to help students understand what possibilities exist in that technology, but also opening it to students throughout the province online to see how the program like that could possibly interest them. We work with Vanier College. Vanier College with the French department, where we say, the French department saying, how can we have students, Anglophone students, feel more at ease working in French? So we have them working with populations in Quebec that are Francophones. And this year, the students, because of COVID, they couldn't be in person with the community groups, but they're on the phone. And it's a phone-in program where they in French, the Anglophone students will phone up a community member, a patient, and discuss their health needs and their health concerns. So again, that's a program with Vanier that's been very popular. John Abbott College has a program we called Caravan of Health. And basically, Caravan of Health would get a group of students in the health areas to visit community groups, and in this case, Four Corners. With COVID, they were unable to visit the groups because of some of the restrictions. So they went online, and they had videos online to help their supervisors and to help the students have a better understanding of the English community, but also to interact with that community that had some health questions. So again, some of the things that came out of COVID have been very, very promising. Things that we didn't think we would ever be able to do online, we are now doing without any difficulty. Again, these are just really an overview of some of the programs we're doing, but they're programs that are touching the Anglophone population, and really in so many ways we've been able to adapt to the pandemic in a way that has been remarkable, I have to say. And I think I'd have to end by saying that what I've come to appreciate is that for most, probably all of the institutions we work with, this is a labor of love. There's no one getting rich with these programs, but they've come to realize that it's important to serve the minority in Quebec, and for most of the institutions, and again I'd say all, they've come to realize that it's part of their mission. It's part of what they should be doing, and it's what is, if there's anything that we've come to
appreciate together is that that this is something that will help and benefit our Anglophone population, but also our Francophone population. So the most encouraging thing I'd say in conclusion is that our graduates in our programs, in whether it's health, whether it's at the vocational centers or in the CEGEPs, and Carolyn will talk about our universities, they're more and more bilingual. Our students are more at ease working in both languages than ever. And that's very encouraging. It's very encouraging. And I think as we look to the future, it's encouraging to know that students, whether they're in Anglophone CEGEPs or Francophone CEGEPs, have come to feel more at ease in their second language, and I guess to the benefit of the entire population. So that's it for my presentation, and I look forward to any questions you may have. Thank you so much, Jean. This was very stimulating, as always, very invigorating. So we have one last speaker before we start having the panel discussion with you all. So I'm going to introduce now Professor Carolyn Storr. So she's a Dialogue McGill senior advisor who works closely with our university, as Jean was saying, and she chairs our professional schools committees. So for 40 years, Professor Storr has worked as an occupational therapist and currently sits on the board of directors for the West Island Health Authority in Quebec and the Rehabilitation Advisory Committee for the West Central Health Authority. She is an associate professor at McGill University and is this year's recipient of Outstanding Occupational Therapist of the Year Award, which was given by the Quebec's chapter of the Canadian Association of Occupational Therapists. So congratulations, Carolyn, for this award. And the title of her presentation is Educational Initiatives Enhancing the Care Pipeline. So welcome, Carolyn. Merci, Carmen. Et bonjour à tous. So I have, can everyone hear me? Do I have a good sound? Oh, thank you. Very good sound, yes. Great. Okay, excellent. So as outlined, I have the distinct pleasure of cherry picking 8 funded projects. Could I have the slides, please, Jonathan? Thank you. Sorry. Excellent. I'll just wait till they're up. Excellent, great. So I have the distinct pleasure of sharing in the next few minutes with you 8 cherry pick projects that have been funded or are currently new funding initiatives, really looking at enhancing and building on the training and creation of bilingual healthcare professionals who we do hope to keep here in the province of Quebec. So at McGill, we're a rich breeding ground, I would say, for this type of creativity because we have a number of different professional schools. So that includes nursing, occupational therapy, physiotherapy, speech and language pathology. We have nutrition in the Faculty of Agriculture, and we also have social work. Of course, we have dentistry, and we have medicine programs. We have programs in psychology, in educational counseling. So we have a number of different avenues of training potential and opportunities to try and keep these prospective graduates here in the province. Next slide, please. Thank you. So of course, all of these projects have been funded by Health Canada. Next slide, please. So a very interesting program it's called the PT Equivalency Program. So this was a funded program targeting foreign trained physical therapists who have immigrated to Quebec in hopes of practicing. Because of regulatory requirements, they have to undergo further training. For most of these foreign trained PTs, their mother tongue was something other than English and French. English was their second language, and probably not at a fluent level, with minimal French for most of these students. So the entrance portal to practice was mandating them to go through a French university. So one can see that the length of time to learn French
then enter the equivalency program, and then graduate and be eligible for licensure, created a very extended timeline. So this particular project was funded with seed money to get it growing and expand the course offerings so that the equivalency training programs could be done at McGill, which has English language of instruction. So students could be working simultaneously, developing their French language skills through language training, but at the same time doing their required equivalency courses so that they would be eligible for licensure and practice, contributing to the manpower capital here in the province of Quebec. This program has continued to expand now that the Dialogue funding stopped, because as I mentioned, it was seed money to get it started, and it's actually been taken over and is funded by Immigration Canada, and the program's expanded. So a successful example in terms of increasing manpower capacity. Next slide, please. And so another past example of funding, here in our Ingram School of Nursing, there was a peer mentoring program, and one of the components of this student-led peer mentoring program had a language retention objective. So students would coach and create mentoring opportunities for fellow students so that they could practice and develop French language fluency. Because coming back to some of the earlier discussions, many of the students admitted into these programs come from more English backgrounds, and there was studies indicated anxiety in terms of going to do their internships, and of course, then prospective hiring into more unilingual francophone mandated merged institutions. So those are types of institutions that do not have a bilingual mandate. So this enabled, again, to keep students here, making them feel more comfortable in French. Next slide, please. Another past funded initiative has been the creation of 3 different types of platforms that trains supervisors. So an interprofessional type of supervisor training model that, interestingly enough, beat the global pandemic because it was all online to enable access to supervisors, so that could be clinicians in all of the professions I previously described, to become ready to welcome and train students in their particular practice areas. So one was a series of 5 courses in English. Another was a series of very short TED-style talks. And the third was actually a platform that was developed in French, a series of 8 modules, so it could appeal to Francophone clinicians who might be interested in welcoming bilingual students to their specific practice area. And so these modules are open access. They are available to prospective supervisors. Next slide, please. Next, thank you. Okay, and then an ongoing initiative that has been funded and continues to be funded are here at McGill in our French Language Center. We have a series of 7 different targeted French courses for all the students in the healthcare disciplines that are training here at McGill. Variety of levels. The majority of these courses focus at the beginner, intermediate, or advanced intermediate levels. They focus on oral and written skills. Some are for credit, some are not for credit, which is a great mix offering for students, because the students involved in our professional programs have highly charged, highly sequenced programs that do not permit language options. So for a student coming in who would like to further develop their French language skills so that they can effectively practice in the province, to do this while they're enrolled in a program of study had prior to these courses been extremely difficult. These kinds of courses enable the uptake and development of French language competency for our graduates to practice effectively here in the province of Quebec.
An additional sort of value added activity that the French Language Center added were these customized workshops by practice discipline to help students prepare for the OQLF exam, which is required for licensure in a professional order here in the province of Quebec. And that's been a very successful piece. COVID impacted these courses because one of the challenges in in-person course delivery was that students could be out on internships, need to come back to the university to participate in a language course. With COVID, when we flipped basically overnight into virtual delivery online course format, we saw a dramatic increase in course enrollment because students from their home in their pajamas after internships could register and participate in these courses, and they transitioned very nicely. Next slide, please. Thank you. Another ongoing initiative are student internship funding support. So these kinds of internship collaborations are discipline-led, meaning they function at the university or they could function at the CEGEP level. There's usually a clinical coordinator who liaises with institutional teaching sites to arrange internships. Over the past number of years, where possible, if a student's identified who might come from a more remote or rural area of Quebec that has an English community network group, collaborations, partnerships were tried to get students to do an internship in their home region, knowing that the evidence indicates that students where they train is often where they'll end up working. There are certain jurisdictional issues related to this because the different universities in the province of Quebec oversee the quality and training of the different territories of the regions. So these are some of the inherent problems in terms of setting up these internships, but we do have maximal funding per internship for students, and these are put in and coordinated by the program coordinator of $5,000. There's a parallel type of program that helps support a supervisor, and there can be a stipend of $5,000 paid to a supervisor, because often what we find when we're arranging internship, there's a willing site, there's a willing student, but there isn't a supervisor. And all of the students require a licensed supervisor in order to meet accreditation guidelines. So this kind of funding's enabled some very interesting types of projects. Some examples have been hiring a supervisor to work at the NDG Food Bank, a nutrition-based project, or there's another project at the Kanawaki Educational Center over on the South Shore in Montérégie West Territory, again, to hire a supervisor over there and to help students with participating in internships like that. Next slide, please. Another fairly new initiative that was started in 2016 was a targeted bursary program, and speech language pathology students, of which here at McGill, it's the only English training in speech and language services that happens in the province of Quebec. It's a fairly small class, about 27 students in the cohort each year. But this targeted bursary is offered to Quebec resident students who want to stay here and practice in Quebec. This was designed because there was a critical shortage of speech language pathologists trained to offer speech intervention to English speaking individuals. So it could be children with diverse developmental language delays. It could be adults suffering from aphasia, broad spectrum of interaction, acute need. And this program to date's awarded 17 bursaries and effectively retained all of these winners into staying here to practice in the province of Quebec. These sort of targeted bursary programs, the way they're set up, for each year of bursary, there has to be a year of service. Next slide, please.
Another initiative, which is fairly newly funded here at McGill within the Faculty of Medicine and Health Sciences, there is, like the whole campus actually, there is a very strong equity and diversity initiative taken place through our Social Accountability and Community Engagement Office. There are different student-led pipeline recruitment activities that target students in high schools and CEGEPs that offer, it used to offer in-person workshops on career development to excite potential students to enter and apply into careers in health and social services. The mandate of these student-led groups that offer these pipeline recruitment activities has increased to include some partnerships with some of the English Community Network groups, also with rural areas as well. And obviously it's catering to Anglophone communities. So it's it crosses a number of sectors, these kinds of activities. The first Explore, it's a summer camp that's offered. Of course, this had to adapt to a virtual format with COVID. The next, Academic Immersion in Medicine, caters to career training events, workshops, similarly as the Health Outreach Project does. And a newly started student group is actively engaging in mentorship. So students who've engaged in an initial pathway project who then seem to be interested in applying, they'll hook up with a student here at McGill enrolled in a program and help guide them and steward them into successful application and then in their early years of a program. So the COVID's actually helped to expand this program because many of the activities have been able to be delivered in a virtual format, which was challenging before when it was in person because the students leading the activities have very busy charged semesters with course loads. Next slide, please. Okay, and the last initiative I want to share is a very new one, which is really COVID inspired. And this is trying to create what happened since we all know is the pandemic. Health and social service care transitioned where possible to online service delivery. I'm sure many of you saw, if you wanted to see your physician, you went to a telehealth or a telephone type of visit. Well, in the rehab sector, rehab meaning occupational therapy, physical therapy, and speech and language, many of those types of services shut down, resources focused on COVID-19 related care. So the private sector, where a lot of rehab, outpatient rehab is delivered, transitioned very quickly to online service delivery. Clinicians, after being surveyed, many felt they needed to further their knowledge in this channel of service delivery. So it didn't mean to eradicate in-person care, but rather it's an additional tool in the arsenal to promote access to rehab services. So our goal is to create a knowledge hub in the form of a website that will be a training vehicle for all rehab professionals in the province of Quebec, a bilingual website that will have best practice guidelines, best regulatory advice. It'll have training modules to up the knowledge for better service delivery, create network accesses, and we're very excited about this project. And I think just to share a little tidbit of why this promises to be, I think, very innovative. One of our private clinic advisory partners has just signed an agreement based here in Montreal. They've signed an agreement with the Côte-Nord to offer remote PT services in Blanc-Sablon. So this is an area that has never been able to recruit PT clinicians, and a project like this will enable this kind of access. So I'm done. Thank you very much. And well, thank you for listening, and we welcome questions. Thank you so much, Carolyn. This was also very stimulating. I think all of you, all the panelists showed that, you know, what was a very challenging situation with the pandemic could be turned into opportunities for further language training, retention,
recruitment. So these are really great examples, and thank you for all panelists. Now we have, maybe 6-7 minutes for discussion among panelists or questions from the audience. I don't know if you want to start with a few observations across, or what it's like for you all to work together. I think it's a really, really neat group of people working at Dialogue and working with community networks to really make projects that do contribute and make a difference. So Jean, you're kind of popping up here on the screen. You want to say something about the kind of working relationship that has happened across the panelists and how stimulating this is? Thank you. I didn't know I was jumping up, but I'm more than happy to say a few words. Certainly, again, the pandemic was harder for when you have a group of people that are in the field because they like to interact with other people and very often physically be with them. So as a team, we had to adapt also and to have all our meetings online. And more importantly, as a team, we had new leadership. Carmen, Jacqueline, it was a completely new group. And we had an opportunity to finally meet together and meet each other a month ago. And we missed that. We missed that contact. And it's the same with, the contact we have with our partners, whether it's with community groups, with students, with universities. It really is nice that slowly we're seeing some light at the end of the tunnel, but we were able to adapt, and our concern was always to support our partners through this difficult time. And as we look at the results, we feel very encouraged that people did adapt. And again, as I said in conclusion, it is a labor of love. And people are in it for the right reasons. They want to serve a population that is sometimes having to go through a difficult reality, whether they're in a small area of Quebec where very little English is spoken, or whether it's in another area where again the services in the very specialized areas are difficult. But as I said earlier, it's encouraging. So that's what I would say from my point, and certainly my colleagues, I'd be more than happy. And again, nos partenaires francophones, on travaille avec nos partenaires. Again, our English partners, we work with them for the well-being of both English speakers and French speakers alike. Thank you, Jean. Anyone else amongst our panelists who wants to share anything? I'd like to say a couple of words about, in response to your question, like, what has it been like working with community networks? Well, I feel like I'm pretty well placed to comment on that, because when I first came to Dialogue McGill, first 6 years perhaps was Dialogue McGill, I was working on Measure 1, which was the language training program. And of course, to me, that was the only thing that was important at the time. And, I always was informed about the community network component a little bit, but it wasn't until I actually got involved in the working right in Measure 2, and specifically with community networks, that I got to see how very important their role is in the retention program and actually support for the entire program, because they are so connected with their region. They're so engaged in the issue of access to health and social services, and have it's been an absolute pleasure working with them. And I'm just, my hope is that they become an even more important component of our program as we go into the next phase, and that we can actually develop some evaluation tools that will help us and help them to more clearly show the impact of their work.
Thank you. Thank you. We have an interesting comment from Dr. Justin Sanders, and this is to the panel, but specifically probably to Jean or others that have thought about it. So the comment is, anytime there's a project to do with the right thing, anytime a project is to do the right thing is a labor of love. He worries that it's a sign that we have much more work to do to institutionalize it. So relying on the goodwill and on the motivation of key players, and that's what Jean described as a labor of love. But how do we make sure that that becomes a priority across institutions, across government, so that we are supported beyond the labor of love? So someone wants to take that comment on? Well, I could say one thing that I've seen is that, in fact, in some of the institutions, it's almost become part of their strategic plan to serve, and it wasn't always that way. And even some of the CEGEPs now are looking at their incoming students and saying, how could these incoming students coming to us from different regions of Quebec, how could they serve Quebec by possibly going back to their region? So I'm seeing that at an institutional level. I gave the example earlier of the Quebec government now subsidizing the translation of volumes in the new program in institutional care. I would think that would become, hopefully, just normal, and the fact that they're going to invest probably I'm guessing a few $100,000 in translating the remaining volumes are to me interesting. But it is a good point. I mean, our resources are not have limits, and that's the reason why I bring up the labor of love, because if an institution gets $15,000 to do some of the things I've mentioned, it's not that much, but that's what's available at this point. Thank you. And Carolyn. I was just going to add to that. I think to play a coin on words, I think the increased dialogue that is sharing. So at the level of the government, for example, what the pandemic has done, it's created a critical shortage of manpower resources across all domains. So knowing what those numbers are and where the gaps are, partnering with the community organizations and the different training programs, instead of everyone working in their respective silos. While, I mean, you can cost that out, but ensuring that there's good communication, I think that's how we're going to institutionalize it and fill these gaps. So I think it's really talking and knowing what it is that's out there. So we're not all, like if we look at the English community networks with a big profile of their career days in high schools, I'm very optimistic and hopeful that those groups can liaise with that slide I shared on those student pipeline activities, because so much of that content is now online, which enables that sharing of already delivered formats. Thank you so much, everyone. This was very, very exciting.